Coucou les caps, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment maintenant, hein. On a passé 2 dimanches séparés. Ça me brise le cœur, sachez-le, voilà, ça me brise le cœur. J'espère vraiment sincèrement que vous allez bien. J'espère aussi que YouTube ne va pas trop me pénaliser pour mon absence et me faire tomber dans les méandres en ne recommandant plus du tout mes vidéos. Pour éviter que ça arrive, s'il vous plaît mettez un petit pouce en l'air si vous aimez bien cette vidéo, juste pour mon petit retour quoi. Du coup cette semaine c'est un petit bilan culturel. C'est un concept que j'ai vraiment beaucoup vu sur la chaîne de Elisa Cab, une copine de YouTube. Si vous connaissez pas ce concept de vidéo, je vais partager mes dernières lectures, les derniers films que j'ai vus, les dernières séries que j'ai vues. C'est vraiment cool, ça peut, enfin c'est des recommandations, de choses que moi j'ai bien aimées. Ça peut peut-être vous donner des idées. Et en commentaire, vous pouvez évidemment me partager vos recommandations à vous, ce que vous pouvez faire partager aux autres. Et je trouve que ce concept de vidéo est trop cool. Je suis pas quelqu'un qui lit énormément, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films, qui regarde beaucoup de séries parce que j'ai pas le temps. Je suis hyper admirative des gens qui ont le temps de lire 4 livres par mois. Je l'ai raté. Mais du coup c'est des sacrifices de temps qu'ils font sur autre chose. J'aime bien dormir la nuit, donc j'ai pas le temps de regarder et lire 1000 trucs. Mais j'espère que les recommandations que je vais vous faire pourront en intéresser certains. Mon bilan culturel, c'est pas le bilan culturel de ce mois-ci, mais c'est plutôt de ce début de printemps. Je vais éternuer. Pollen. Pollen. Je suis allergique au pollen, c'est la pire période de l'année pour moi, d'accord? J'ai constamment le nez bouché. On est mi-mai, donc ça peut pas être le bilan culturel du mois de mai, et aussi parce que j'ai repris la lecture seulement en mars. J'ai commencé à prendre des livres dans le métro. Ça m'a grave incité à lire et ça m'a fait reprendre la lecture. Et je suis assez fière parce que j'avais vraiment complètement arrêté la lecture. La classe préparatoire littéraire m'avait un petit peu dégoûtée. Franchement, lire les essais de Montaigne, ça m'a gâché un été, d'accord? Ce bouquin m'a traumatisée. Et du coup là ça me fait trop du bien de relire. Lire dans le métro c'est vraiment un très bon tip et ça me permet de reprendre la lecture petit à petit. On va tout de suite commencer du coup par les livres. Depuis que j'ai repris la lecture, j'ai lu 4 livres et j'ai repris la lecture par le meilleur livre avec lequel je pouvais reprendre la lecture, qui est 1984 de George Orwell. Je ne l'avais jamais lu. C'est un livre mais incroyable! Pourquoi ne l'avais-je jamais lu? Ça fait des années que je sais qu'il faut que je le lise, ça fait des années qu'on me dit il faut que tu le lises. Je l'ai lu, d'accord? Je l'ai lu et je comprends pourquoi tout le monde a forcé autant autour de ce bouquin. Il est incroyable. Déjà de base j'aime beaucoup les dystopies, d'ailleurs vous allez le voir après dans les recommandations de séries. Donc 1984 c'est un livre qui se passe à Londres. C'est une société où tout le monde est surveillé par une entité qui s'appelle Big Brother. En gros c'est le chef d'un parti politique si vous voulez, en tout cas c'est présenté comme ça dans le livre. C'est donc un parti politique qui surveille vos moindres faits et gestes. Vous êtes filmé chez vous, vous êtes filmé dans la rue, vous êtes écouté chez vous. Seuls les gens les plus haut placés dans la société peuvent avoir un minimum de tranquillité pendant un petit moment. Et sinon vous êtes surveillé constamment afin qu'on s'assure que vous n'essayez pas de renverser le parti, que vous n'ayez pas une pensée qui va à l'encontre de ce que le parti vous impose. Et c'est une société qui est hyper paradoxale on va dire. Chaque ministère a un nom et c'est exactement l'opposé de ce qu'ils font. Par exemple le ministère de la vérité, c'est le ministère où les gens vont falsifier tous les documents et falsifier le passé. Ce que j'adore dans ce roman, c'est la façon dont tout est réfléchi pour empêcher les gens de penser, parce qu'en fait on va modifier le passé, on modifie le présent, on modifie le futur. Je pense que c'est ça qui m'a le plus intéressé dans ce bouquin. Il contrôle tout, il contrôle le temps, il contrôle ce qui se passe dans votre tête. Et en fait si vous pensez par vous-même, vous allez être attrapé, vous allez être torturé et Dieu sait ce qui vous arrivera en fait. J'ai été particulièrement retournée par la 3e partie du bouquin. Si vous le lisez vous comprendrez pourquoi. Il n'y a plus d'humanité. Ils sont tellement intelligents pour enfermer les gens dans la façon dont ils pensent. Ils créent une nouvelle langue qui s'appelle le novlangue avec un vocabulaire très réduit, classé en 3 catégories. Tu peux juste pas aller à l'encontre de ce qui se passe dans ce pays parce que simplement tu n'as pas les mots pour former ta pensée. Juste lisez-le, ça m'a pris aux tripes, j'ai pleuré dans le train. C'est un très bon roman et c'est pour ça que tout le monde le recommande et c'est pour ça que je vais vous le recommander aussi, vraiment c'est génial. Si vous êtes un peu sensible, accrochez-vous pendant la 3e partie du bouquin parce que moi il y a des fois où je lisais comme ça quoi. Quand il y a des scènes de torture ou des scènes où l'humain est dégradé, j'ai vraiment du mal. C'est hyper rafraîchissant de lire un livre qui vous fait ressentir des vraies émotions. Et pour le coup, lui, c'était hardcore. Ensuite, le second livre que j'ai lu, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre qui est très court et qui se lit très rapidement. J'ai vraiment bien aimé le fait que en fait, ce soit l'histoire de 3 femmes qui se passent à 3 endroits du monde. Enfin, il y en a une qui est en Amérique du Nord, une qui est en Italie et une qui est en Inde. Elles ont des conditions qui sont complètement différentes. La femme qui est en Inde fait partie d'une caste qui est pas du tout haute.
on va dire, et donc son travail quotidien c'est de ramasser les excréments des gens. C'était hyper intéressant de voir la description de son quotidien, etc., surtout en tant qu'occidentale. Moi c'est une condition que je connais pas du tout. La deuxième fille vit en Italie, elle travaille dans l'entreprise de son père qui est une entreprise qui teint des cheveux pour faire des perruques. La troisième personne qui vit en Amérique du Nord, au Canada je crois, si je dis pas de bêtises, et qui est avocate et qui est une personne très occupée, qui a pas trop le temps de passer du temps avec ses enfants. Et c'est trois conditions de famille qui sont très différentes et en fait leurs histoires vont se lier à la toute fin du roman. Et j'ai trouvé le roman très intéressant. Déjà bon, ça se lit très vite donc c'est très agréable à lire dans le métro, c'est vraiment le genre de livre que je peux vous conseiller. Déjà j'aime beaucoup les romans qui sont axés sur des histoires de femmes. C'est un roman qui est pas hyper dur à lire, enfin c'est quand même un ton qui est assez léger. Le troisième livre c'est Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un livre sur l'histoire de trois femmes encore, mais au Sahel cette fois, qui est un peu plus difficile à lire puisque ça dénonce la condition féminine au Sahel, qui est un pays du coup en Afrique où les femmes évidemment dépendent soit de leur père soit de leur mari, qu'elles ne peuvent pas faire d'études si leur mari n'est pas d'accord. Il y a tout un système de mariage forcé et on va suivre l'histoire de trois femmes qui sont mariées à des hommes ou qui vont vivre un mariage forcé. Il y a des descriptions qui sont très dures, il y a des situations qui sont très dures, on parle de viol conjugal, de polygamie beaucoup aussi. Ça m'a vraiment beaucoup renseigné pour le coup sur la polygamie. Du coup il y a tout un système avec la première femme, la deuxième femme, il y a un système de hiérarchie, comment ça tourne dans la maison, et c'est plein de choses que je connaissais pas, donc rien que pour ça vraiment le livre est hyper intéressant. Pour la condition de la femme c'est très intéressant de savoir aussi comment ça fonctionne là-bas, même si c'est une situation qui est hyper dure et qui est dure à lire aussi en tant que femme surtout. C'est un roman que je vous conseille, qui se lit aussi assez rapidement parce qu'il est assez court et c'est aussi divisé en trois parties, mais alors à l'inverse de La Tresse en fait où chaque chapitre va être une femme mais ça va alterner. Là c'est par bloc, donc tu vas avoir la première histoire d'une femme, ensuite l'histoire d'une deuxième femme et l'histoire d'une troisième femme. Donc ça fonctionne plutôt sous forme de nouvelles on va dire, ce serait ce qui s'apparente le plus parce que leurs histoires sont pas spécialement liées entre elles en fait. J'ai peut-être préféré La Tresse au niveau de la structure que Les Impatientes, mais Les Impatientes est aussi quelque chose qui se lit très bien et qui est très intéressant. Et enfin le quatrième livre que je suis toujours en train de lire, mais bon j'en suis à déjà plus de la moitié, c'est Little Woman de Louisa May Alcott. Depuis que j'ai repris la lecture c'est le premier livre que je lis en anglais. C'est un livre qui est ouais pas facile à lire. C'est un peu de l'ancien anglais, du coup il y a beaucoup de vocabulaire que j'ai pas et c'est aussi pour ça que je suis un peu plus longue à le lire que les autres. Même si vous ne connaissez pas le livre, vous avez peut-être entendu parler de la dernière adaptation au cinéma, Fille du Docteur March, je crois que ça a été adapté comme ça, avec notamment Timothée Chalamet et Emma Watson au casting, que je n'ai pas vu encore parce que je veux finir le livre avant de regarder le film. C'est l'histoire de 4 filles et de leur mère qui vivent seules depuis que leur père est parti à la guerre de sécession, donc ça se passe dans les années 1800 en Angleterre. Les personnages principaux, donc les 4 filles, la mère et Laurie qui est un jeune garçon que les petites filles rencontrent parce qu'il vit simplement pas très loin de chez elles et qu'ils ont à peu près le même âge. Et du coup c'est l'histoire de ces enfants qui vivent tout simplement en Nouvelle-Angleterre dans un contexte qui est pas hyper facile. Et moi j'ai beaucoup d'attachement en fait pour les personnages des petites filles parce qu'elles sont 4 sœurs et elles sont très différentes les unes des autres. Elles ont vraiment leur propre caractère, elles ont pas le même âge, elles ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et en fait si vous avez une sœur ou un frère, il y a des moments du livre qui vont vraiment résonner en vous parce que c'est des petites querelles de frères et sœurs en fait, et les petites chamailleries, je sais pas, moi j'adore lire ça, c'est un truc qui a un ton assez léger en fait, même s'il y a des aspects assez sombres dans l'histoire. Je vous en dirai pas plus, j'aime juste beaucoup la structure du livre parce qu'en fait chaque chapitre est un petit peu indépendant les uns des autres, même si bon il y a un fil conducteur dedans. C'est un challenge aussi pour ma part de le lire en anglais. J'ai l'impression d'acquérir beaucoup de vocabulaire en ce moment, donc c'est chouette. Je sais pas du tout ce que l'adaptation cinématographique vaut, j'espère qu'elle est cool, en tout cas elle est plutôt bien notée je crois. J'ai hâte de pouvoir voir le film et vous faire mon retour dessus. C'était tout pour les livres, maintenant on va passer aux séries que j'ai regardées. La première série que j'ai regardée c'est la série documentaire sur le petit Grégory qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Grégory tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, j'adore les trucs de crime. Je supporte pas les films d'horreur etc, juste du gore pour faire du gore c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, mais tous les enquêtes impossibles, les faits d'horreur, les vidéos de meurtre etc, c'est quelque chose que j'adore. Ça me passionne en fait les enquêtes policières. Je suis un peu moins fan des histoires paranormales, donc cette série documentaire relate du coup toute l'enquête autour de la disparition du petit Grégory Villemoin. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été retrouvé dans la Vologne, attaché pieds et mains liés, et dont la famille
cherche encore le coupable aujourd'hui. C'est une enquête qui a peut-être pas été hyper bien menée et du coup on ne sait toujours pas qui est le coupable de ce crime horrible. Il y a eu énormément de rebondissements dans l'affaire des Villemain. C'est une histoire qui a vraiment été énormément médiatisée même à l'étranger. Je trouve que le documentaire est très bien construit. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une narration par des personnes qui étaient proches dans l'enquête, donc par des journalistes qui ont à l'époque été présents sur les lieux, notamment un journaliste qui a été très proche des Villemain, donc des parents du petit Grégory. Il y a des images d'archives, il y a des interviews des personnes aujourd'hui. C'est une histoire dont on ne connaîtra probablement jamais la fin. Chacun a son avis là-dessus et le documentaire est très bien construit et je le trouve assez neutre en fait parce que voilà, ils expliquent vraiment le déroulé de l'enquête, les personnes qui ont été suspectées au fur et à mesure. Ensuite, série suivante, c'est une série Amazon Prime, ça s'appelle The Mine in High Castle et donc c'est une série dystopique. C'est pour ça que je vous avais dit, haha, vous allez voir que j'aime bien les dystopies. Trop drôle Marine, trop drôle. C'est une série qui se passe aux États-Unis et en fait les États-Unis sont divisés en deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les États-Unis sont divisés en deux et ils sont divisés avec qui et qui? Ils sont divisés entre les nazis et les japonais. En fait c'est une série qui se passe dans un monde où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ce contexte, Hitler est malade et se pose la question de qui va lui succéder. Et surtout, est-ce que ce successeur sera d'accord pour maintenir la paix avec les Japonais? Donc voilà, ça c'est juste le contexte, sympa jusque là. Dans ce contexte évoluent 3 personnages principaux, 2 hommes et une femme, mais ils ne sont pas tous dans le même camp. Je vais pas vous spoiler parce qu'il y a un gros cliffhanger à la fin du premier épisode et là vous êtes en mode c'est pas vrai. Des intrigues très intéressantes autour de ces personnages là, notamment l'un des personnage qui a des ancêtres juifs. Très intéressant de voir comment les Japonais et les nazis se comportent toujours vis-à-vis des juifs, même si l'extermination finale s'est arrêtée. C'est juste hyper intéressant de voir comment tous les personnages évoluent dans cet environnement et aussi de se rappeler que c'est des nazis dont on parle. En fait, au sein même des nazis, il y a des choses qui sont hyper intéressantes et il y a toutes ces tensions politiques. Moi j'aime beaucoup les séries où il y a des trucs politiques qui se passent, où on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'entendre. Le passif agressif c'est quelque chose que j'aime bien voir en série aussi. Je suis moins fan des scènes de grosse violence, des scènes de torture notamment où les gens vont se faire battre etc. C'est pas des scènes que j'arrive à regarder, mais les scènes de passif agressif, notamment tous les conflits politiques, je trouve ça très intéressant. Et donc c'est une série que pour l'instant je suis en train de dévorer. Là il faut que je regarde le dernier épisode de la saison 1 avec mon copain parce que du coup on l'a commencé à deux. J'ai eu la super bonne idée de lui conseiller qu'on commence cette série là à deux alors que je savais que j'allais l'adorer. Je me retrouve à l'attendre. Est-ce que j'ai l'air d'apprécier ce moment? Non, je n'apprécie pas ce moment, d'accord? Cette série est trop cool, vraiment je vous la conseille à 100 000%. C'est mon petit frère qui me l'avait conseillé, trop bizarre. Genre de se faire conseiller un truc par son petit frère alors que c'est de la guerre, de la violence et tout, t'es en mode... Ensuite maintenant 2 K-dramas que j'ai regardé, je sais que tout le monde n'est pas fan de K-drama, j'adore, j'en regarde, du coup je vais vous parler de ceux que j'ai regardés. J'en ai regardé un qui s'appelle Startup, j'ai pas hyper accroché, j'ai pas été hyper fan de l'intrigue amoureuse. En fait je trouve qu'elle a pas été exploitée aussi bien qu'elle aurait pu l'être. J'ai eu le second lead syndrome, donc en gros c'est quand dans un drama vous êtes plus attaché à celui qui ne va pas finir avec la personnage principale. C'est un sentiment que vous ne voulez pas avoir, d'accord? Être déçu de l'happy ending, c'est horrible. Je suis un peu restée sur ma faim avec cette série donc je vous la conseillerais pas forcément. Après j'ai passé un bon moment devant. Les 2 K-dramas sont disponibles sur Netflix au passage. La deuxième série que j'ai regardée c'est Love Alarm saison 2. J'avais déjà regardé la saison 1 qui m'avait plutôt déçue. J'étais restée sur ma faim de ouf. J'avais pas spécialement aimé l'un des personnages principaux que je trouvais hyper égoïste et arrogant. Et dans la saison 2 je suis toujours pas hyper attachée à ce personnage. Globalement c'est une série qui est cool mais qui est trop axée sur l'amour entre 3 protagonistes et je trouve que c'est dommage. Donc déjà juste le contexte, c'est une société où une application est développée qui s'appelle Love Alarm. C'est une application qui vous permet de savoir qui vous aime en fait dans un rayon de 10 mètres. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une sorte de petite sonnette sur votre téléphone et quand elle sonne ça veut dire qu'une personne dans les 10 mètres vous aime. Et donc il y a tout un système qui se met en place avec les gens qui se font sonner plein de fois, qui font partie d'une sorte d'élite, d'un club d'élite où ils peuvent se retrouver et du coup c'est les personnes les plus désirées. Et surtout ça va changer les relations en fait entre les gens. Les gens ne vont plus dire je t'aime, ils vont passer par cette application. Et en fait je trouve que c'est dommage parce que cet aspect là de la série aurait pu être encore plus poussé. En fait le concept d'une application qui change les rapports sociaux, c'est trop bien, c'est trop intéressant vraiment et je trouve que je suis restée sur ma faim sur cette idée là qui est trop bonne et qui a pas été assez exploitée au détriment d'une intrigue amoureuse plutôt bon enfant, notamment la saison 1 où vraiment j'ai eu du mal à accrocher, j'ai eu du mal à la finir. La saison 2 pour le coup c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait ça va s'axer sur un autre des personnages principaux et la façon dont ils vont essayer de tomber amoureux sans cette application. Et en fait l'application est tellement bien qu'elle te fait comprendre quand t'es amoureuse d'une autre personne en fait. Parfois tu vas rentrer dans le rayon
rayon de 10 mètres et tu vas faire sonner l'alarme de l'autre et tu vas te dire merde, je suis amoureuse de cette personne. Et je trouve que cet aspect là a peut-être pas été assez exploité, ce qui est dommage. Mais par contre dans la saison 2 c'est plus intéressant je trouve, parce qu'en fait t'as certains personnages qui ne jurent que par cette application pour se comprendre eux-mêmes et savoir s'ils sont vraiment amoureux ou pas. L'héroïne de la série, elle a fait quelque chose à la fin de la saison 1 sur son téléphone qui lui empêche de montrer ses sentiments, on va dire tout simplement. Elle est en couple avec un garçon et en fait elle ne sait pas si elle est vraiment amoureuse de lui ou pas parce qu'elle ne fait pas sonner son alarme. Et je trouve que ce rapport là est beaucoup plus intéressant que dans la saison 1 et donc j'ai passé un bien meilleur moment dans la saison 2 que dans la saison 1. Après globalement c'est une série qui se regarde très vite mais je sais pas si je la recommanderais. Voilà, maintenant on va passer au film. On va parler d'un vrai film, vous allez comprendre pourquoi je dis vrai film après, qui s'appelle Catch Me If You Can. C'est un classique, en français c'est Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. On part sur un casting plutôt pas mal. C'est un jeune garçon qui s'appelle Frank Abagnale. C'est tiré d'une histoire vraie donc c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. C'est un jeune garçon qui a des soucis familiaux on va dire. J'ai pas trop envie de trop en dire pour pas spoiler. C'est quelqu'un d'hyper intelligent, d'hyper malin et il va vivre pendant des années en mentant sur ses professions alors qu'il n'a aucune connaissance. Il va être pilote d'avion, il va être médecin, il va escroquer des millions à la banque. Et donc évidemment, au vu de cette escroquerie, le FBI se met sur le coup et se met à sa recherche, notamment un agent qui s'appelle Carl, qui est joué par Tom Hanks et qui est hyper intéressant. C'est une personne qui se donne énormément à son travail. J'ai l'impression d'être extrêmement blanche. Moi j'étais peut-être hyper blanche là. Ça fait peut-être hyper longtemps que je suis hyper blanche, personne m'a rien dit, nickel. J'ai particulièrement aimé le lien entre les deux protagonistes. L'un est censé attraper l'autre et il y a une relation un peu paternelle qui va naître entre les deux puisque bah, du coup Frank a personne et vu qu'il est toujours en cavale, il va lier un lien avec cet agent du FBI qui est à sa recherche en l'appelant, en laissant des indices, en ayant des altercations avec lui. Enfin, la fin est belle je trouve, je vous en dirai pas plus mais c'est un film qu'il faut voir, vraiment je vous le recommande. Ensuite c'est un documentaire disponible sur la chaîne YouTube de Arte qui s'appelle La mode à bas prix. Vous savez que du coup je suis hyper intéressée par la seconde main, ça faisait sens que je le vois et en plus on me l'a conseillé plusieurs fois. J'ai appris quand même pas mal de choses, notamment sur l'histoire de Zara et aussi sur les marques naissantes comme Boohoo qui sont des marques d'ultra fast fashion qui sortent des collections encore plus rapidement que Zara etc et qui sont essentiellement en ligne et qui elles au lieu d'aller exploiter des gens à l'autre bout du monde vont exploiter des gens en Europe. Par exemple en Grande-Bretagne il y a des villes où on exploite des gens. C'est quelque chose dont j'avais pas conscience parce qu'en fait je savais que les marques exploitaient des gens dans d'autres pays du monde et que c'est pas bien et c'est aussi pour ça que je veux plus consommer de ces marques là parce que c'est pas en accord avec mes valeurs. Mais je savais pas qu'il y avait des marques qui allaient jusqu'à exploiter des gens en Europe alors qu'il y a des lois pour protéger les gens et des lois qui je pensais étaient appliquées. Surprise, non. J'ai trouvé le reportage hyper intéressant. En général les documentaires Arte sont vraiment bien. La fast fashion c'est pas ça quoi. Ensuite maintenant on va passer au long métrage d'animation. C'est pour ça que j'ai dit film mais qu'avant c'était des vrais films et que maintenant c'est plus des films comme on l'entend en général. Je vais parler d'un long métrage de chez Pixar et 3 du studio Ghibli. Le premier c'est Soul, je sais pas comment vous le dites, qui est un court métrage Pixar que j'ai adoré. C'est vraiment un long métrage devant lequel j'ai passé un trop bon moment et je trouve qu'il recentre beaucoup le bonheur sur les petites choses et je pense que c'est un long métrage qui fait hyper sens dans le contexte actuel où bah, ça fait 1 an et demi que notre vie elle est un peu en pause avec la pandémie dans laquelle on est et il a vraiment résonné en moi ce film. C'est un film qui est esthétiquement magnifique. Bon voilà, le studio Pixar on connaît, il déçoit pas. La morale est magnifique, vraiment je vous le conseille à 5000%, j'ai pas envie de vous en dire plus. Je pense que c'est aussi pour ça que les bandes annonces sont pas hyper explicites. Le but c'est que vous découvriez ça avec le film. Les personnages principaux sont hyper intéressants, hyper complexes. Il y a toute une question des passions, du sens de la vie qui est abordée et je trouve que c'est vraiment un film à voir. Ensuite je me suis fait un petit marathon de Ghibli de Miyazaki. J'ai regardé Le Château ambulant, Le Château dans le ciel et Ponyo sur la falaise. Les deux premiers je les avais déjà vus et Ponyo sur la falaise c'était une découverte et j'ai trop passé un bon moment devant. En général les Miyazaki voilà c'est des dessins animés qui sont hyper beaux esthétiquement parlant avec des personnages assez complexes qui sont souvent des enfants. J'aime beaucoup la vision de Miyazaki sur l'enfance qu'il voit vraiment comme un vecteur d'espoir. Soit souvent à l'encontre des adultes, par exemple dans Le Château dans le ciel, tous les méchants sont des adultes et d'ailleurs tous les méchants sont des hommes. J'aime aussi beaucoup la vision de Miyazaki sur la place de la femme. Du coup, je passe toujours des bons moments pour les Miyazaki, c'est vraiment des films qui ont des belles morales. Des films qui peuvent être très bien regardés par des enfants comme des adultes. Tu vas pas te focus sur la même chose quand t'es enfant et quand t'es adulte. Par exemple Le Château dans le ciel, c'est un Miyazaki que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. J'accordais beaucoup d'importance en fait à l'amitié entre les deux personnages, donc le petit garçon et la petite fille.
conflits, la façon dont ils vont s'entraider, se protéger mutuellement parce qu'ils sont tous les deux orphelins. Alors qu'en étant adulte, je vois beaucoup plus la critique de la technologie, de l'envie de pouvoir, de toutes ces choses-là qui sont des problématiques qu'on comprend pas forcément quand on est enfant. Même quand on se concentre et tout, on capte pas tout, et du coup je trouve que c'est hyper intéressant d'aller voir des explications sur internet pour bien comprendre le sens qu'il y a derrière. Par exemple Ponyo, j'avais bien compris que c'était un film sur l'environnement, parce que là pour le coup c'est assez marquant. Entre guillemets, le méchant c'est un sorcier humain qui décide de renoncer entre guillemets à la vie humaine et d'aller vivre sous l'eau pour protéger la flore et la faune maritime. Par contre il y a plein de métaphores que j'avais pas vues. Par exemple toutes les métaphores sexuelles, je les avais ratées, toutes. Mais il y a des trucs où j'étais en mode c'est un peu bizarre, j'avais pas capté que c'était volontaire. Et du coup je trouve ça hyper intéressant quand tu regardes un Miyazaki d'aller voir sur internet les explications après, parce que parfois tu passes à côté. Je vous conseille évidemment tous les Miyazaki, je pense que je les ai quasiment tous vus, et les quelques-uns que j'ai pas encore vus, je compte les voir dans les semaines à venir. Je crois qu'ils sont tous disponibles sur Netflix en plus maintenant, je vous les conseille à 3000%. Donc voilà, c'est tout pour les films, et maintenant on va passer à la catégorie musique, podcast. Je suis quelqu'un qui a du mal à écouter des podcasts, c'est des sujets qui sont intéressants et du coup je veux être concentrée dedans. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, en tout cas j'y arrive très mal, donc je peux pas écouter un podcast alors que je fais une tâche active. J'arrive pas à me concentrer sur deux choses à la fois en fait, je vais être tellement concentrée dans ce que je fais avec mes mains que je vais pas pouvoir écouter avec mes oreilles ce qui se passe. J'ai découvert un truc trop cool, ça s'appelle My Daily Drive sur Spotify, et en fait ça reproduit le concept d'une radio. Donc en fait vous allez à la fois avoir des musiques que vous aimez bien et à la fois des podcasts d'information plus ou moins longs, notamment le podcast de l'AFP, donc l'agence France Presse. Agence France Presse, c'est bon, c'est ça, tout va bien, qui dure en général 400 minutes et qui relate pas mal d'informations, donc c'est hyper intéressant. Il y a aussi un podcast qui est vachement cool de Brut, une interview, donc ça c'est cool, c'est un podcast qui dure aussi 400 minutes. Après il y a un podcast que j'adore qui s'appelle L'heure du monde, qui est un podcast qui dure une vingtaine de minutes, qui traite de plein de sujets plutôt en profondeur. Elon Musk qui était hyper intéressant, il y en a eu un sur le pass sanitaire, il y en a eu un sur le bicentenaire de Napoléon. J'adore, j'apprends plein de trucs et je suis en mode que d'informations qui viennent dans mon cerveau. Donc voilà, ça m'a remis dans les podcasts, donc bravo à Spotify. Et du coup je me suis remis à écouter un podcast que j'aimais beaucoup qui s'appelle Transfert. Bon là c'est des épisodes qui sont assez longs, en général 40 minutes, 1 heure. Je crois qu'ils ont aussi des petits épisodes plus courts. C'est des épisodes où quelqu'un va raconter une expérience personnelle, et moi j'adore les épisodes où les gens racontent des trucs. Je trouve ça hyper intéressant, les partages d'expériences, et souvent t'as des plot twists et t'es en mode oh my god c'est pas vrai, cette personne c'était ça qui lui est arrivé, et je sais pas, j'aime trop. J'ai découvert aussi un autre podcast, j'aime beaucoup le rythme, ça s'appelle Splash et c'est un podcast d'économie et je trouve ça hyper intéressant, ça traite de plein de sujets. Est-ce que la France est une société d'héritiers? Quelles questions ça pose la privatisation d'EDF? Et je trouve ça hyper intéressant. Les épisodes durent je crois une vingtaine de minutes, j'apprends plein de choses, donc c'est chouette. Je trouve que c'est ça qui est bien avec les podcasts, c'est que t'apprends plein de trucs et c'est assez enrichissant et ça demande pas trop d'efforts parce que c'est juste de l'écoute active en fait. J'ai l'impression que ça m'enrichit. Il y a des choses que tu vas faire et que tu vas être en mode bon j'ai juste passé un bon moment, il y a des choses que tu vas faire et que tu vas te dire j'ai passé un bon moment et en plus j'ai appris des trucs. Plutôt vers ce genre d'activité que j'essaie de me tourner en ce moment parce que j'ai toujours peur de pas être assez intelligente. C'est tout pour ce bilan culturel, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Moi j'ai bien aimé la faire, je trouve ça intéressant de vous partager ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé. Je vous invite évidemment à me faire vos recommandations en commentaire, me dire les films, séries, livres que vous avez regardés, les podcasts que vous aimez bien, les musiques que vous aimez bien. Vous m'avez fait beaucoup de recommandations de musique sous ma dernière playlist et du coup j'avais écouté plein de trucs et j'ai découvert plein d'artistes, donc merci pour ça. Conseillez-moi des podcasts, je suis dans une phase où j'ai envie d'écouter plein de podcasts. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de la partager si elle vous a plu, et évidemment de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. Venez me rejoindre aussi sur Instagram, je vais essayer d'être plus active parce que j'avais fait une petite pause en même temps que ma pause sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous, gros bisous.